Bonjour Benoît. Bonjour. Alors, merci d'abord d'avoir pris un peu de temps pour venir répondre à nos questions à l'occasion de la Convention de génération. Le confinement a aussi été rythmé pour nous par la sortie de ton bouquin et les débats sur le revenu universel. Alors, la première question moi, que j'aurais pour toi, c'est au début de ton livre, tu parles de ce qui t'a un peu motivé à porter et à défendre le revenu universel au cours de ta carrière, et notamment de cette femme à qui, après un échange que tu as eu avec elle, elle te demande tu lui demandes qu'est-ce qu'elle ferait si elle était présidente, et elle répond qu'elle va baisser ton salaire. Et donc, tu le dis, et puis on le sent très bien dans ton livre, et on le sent très bien un peu dans l'atmosphère du moment, dans le contexte. À défaut de partager les richesses, on soit juste partager de la colère et de la souffrance. Et on n'a plus envie que de partager de la colère et de la souffrance. Alors, on est plongé dans un climat de peur, de haine, de montée des fascismes, et on est embarqué dans cette course un peu folle, en ayant un peu peur de ne plus pouvoir l'arrêter. Donc, ma première question, ce serait de demander en quoi, même si je pense qu'on en est tous convaincus, en quoi le RE est un chemin pour sortir un peu de cette ambiance de montée de la peur, de ce climat de montée des haines. Oui, cette femme, elle m'a beaucoup obsédé depuis l'élection présidentielle. C'est une femme modeste, elle était bénéficiaire du RSA, elle avait été aide-soignante en EHPAD, et dans tout l'entretien, qui était un entretien euh, poli, mais je le dis dans le livre, sans gaieté, que j'avais partagé avec elle, sans gaieté de sa part en tout cas, on pouvait transpirer une vraie résignation, de la colère et beaucoup de désenchantement. Et même face à une solution comme le revenu universel, il y avait chez elle, comme chez beaucoup de femmes et d'hommes qui appartiennent aux classes populaires, aux classes moyennes, l'idée que ce revenu universel, il était d'une impossible, et que même s'il était possible, il était sans doute illégitime, parce que recevoir de l'argent sans être dans l'emploi à côté, c'était quelque part recevoir un argent indu. Donc on a là un obstacle qui est un obstacle bien plus difficile à vaincre et à déplacer que tous les arguments qu'on nous a opposés lors de la campagne présidentielle, l'argument du financement, du type du montant, et tous ces arguments qui appartiennent au débat politique classique. Il y a là un obstacle qui est plus culturel, un obstacle qui est lié à l'histoire ou la représentation du travail depuis près de 20 siècles, 2000 ans que nous avons, et depuis le passage de l'Antiquité au christianisme, dans le fait que finalement, ne pas travailler, ce serait mal. Travailler, ce serait bien, et ne pas travailler, ce serait mal. Et tout argent ou tout revenu qui serait tiré d'autre chose que du travail étant un exercice spirituel, une manière d'honorer Dieu pour les chrétiens, toute autre manière de tirer un revenu serait donc illégitime. Et moi, ce que j'ai voulu poser comme principe, c'est que c'est de revenir déjà à ce qui est l'origine du revenu universel, et que quand on arrive sur Terre, quand on n'en est pas pauvre en fait. Même si nos parents sont pauvres, en fait, on est riches tous du génie de ceux qui nous ont précédés, de la somme des innovations, des infrastructures, du travail de toutes les générations qui nous ont précédés. Et c'est parce qu'on est donc riche de cet héritage collectif qu'il est légitime à la naissance que cet héritage soit partagé en part égale entre tous. Laissons ensuite le mérite, la créativité, le travail des uns et des autres, décider de la répartition des richesses, mais en tout cas, posons comme principe que dès la naissance, on reçoit à parts égales une fraction de cette richesse qui a été créée par ceux qui nous ont précédés. Et c'est cela qu'il faut qu'on arrive à imposer dans le débat politique, parce que en disant cela, on lève cette idée selon laquelle, ou cette idée très toxique, selon laquelle finalement l'argent que l'on pourrait recevoir et qui ne serait pas lié à notre emploi serait un argent indu. C'est comme ça, je crois, que nous parviendrons, à travers ce concept de prédistribution des richesses, que nous parviendrons à gagner le soutien de millions de femmes et d'hommes qui seraient les premiers bénéficiaires de ce revenu universel. Donc, si le RUE s'inscrit totalement dans une logique antiproductiviste, il n'est pas pour autant incompatible avec le monde du travail, avec le travail en tant que tel. Pourtant, on décèle encore dans la population beaucoup de blocages sur cette question-là, beaucoup de caricatures. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette bataille culturelle qu'il faut mener pour parvenir à convaincre nos concitoyens et un peu la lourde tâche qui nous attend?
Nous devons concentrer en tout cas nos efforts sur les représentations du travail. J'utilise souvent cette image, mais je la crois assez parlante. Quand on pose la question à quelqu'un, avez-vous un travail ou pas? Travaillez-vous ou pas? Il va vous répondre en fait à la question, avez-vous un emploi ou pas? Et il se peut qu'il vous dise, non, je ne travaille pas. Pourtant, même s'il n'a pas d'emploi, il travaille. Il travaille chez lui, il travaille comme bénévole dans une association, il travaille quand il aide ses enfants à faire ses leçons, il travaille comme consommateur, parce que je l'évoque notamment dans mon livre où j'y consacre plusieurs pages, mais le travail gratuit du consommateur n'a cessé de se développer sur Internet, mais aussi quand on monte soi-même un meuble, quand on imprime soi-même un billet. Donc, aujourd'hui, on travaille même si on n'a pas d'emploi. Et c'est cette représentation correcte du travail aujourd'hui que nous devons répandre et faire partager à d'autres pour aussi dire une chose, c'est que le revenu universel ne se contente pas de dire qu'il correspond à la juste répartition des richesses qui ont été créées par ceux qui nous ont précédés, mais c'est aussi une manière de rémunérer tout le travail, et le travail dans toutes ses formes, y compris celles qui ne correspondent pas à l'emploi. Et ça parle parce que tout le monde voit bien qu'en fait, même s'il n'a pas de travail, et même si officiellement il ne travaille pas, eh bien il travaille pourtant quand même. Dans le même ordre d'idées, on se considère pleinement citoyen quand on a un emploi, parce qu'on serait utile socialement, parce qu'on contribue à la création de richesses matérielles à travers la contribution qui est la vôtre à la constitution du PIB de la nation. Pour autant, quand vous travaillez en dehors de l'emploi, vous créez des liens sociaux, et ces liens sociaux ne font l'objet, eux, d'aucune contrepartie. Ça tombe bien, allez-vous me dire, ce n'est pas pour obtenir une contrepartie que vous le faites. Pour autant, c'est quand même frappant de se dire qu'on est pleinement citoyen quand on a un emploi, alors que l'expérience de l'emploi, c'est l'expérience de la non-citoyenneté. Puisque l'emploi est souvent lié à la signature d'un contrat de travail. Dans ce contrat de travail, vous acceptez un lien de subordination à votre employeur. Vous n'êtes donc pas souverain dans l'entreprise, vous n'êtes pas souverain dans l'ordre économique, vous abandonnez votre uniforme, votre costume, vos habits de souverain dans l'ordre politique au moment où vous rentrez dans l'ordre économique. Et il y a là un paradoxe à se dire qu'on est pleinement citoyen, finalement en faisant l'expérience de la non-citoyenneté dans l'ordre économique. Ce que change le revenu universel, ce sera justement, et c'est un élément central de la bataille culturelle, ce sont les capacités qu'auront les citoyens à pouvoir choisir aussi dans l'ordre économique. C'est un débat qui revient quand même beaucoup dans l'actualité en ce moment, alors parce que le Covid, parce qu'on entend des personnes qui, alors même qu'en 2017, elles étaient fermement opposées au revenu universel d'existence, disent on a peut-être un peu écarté l'idée un peu vite, qu'elle soit de gauche ou de droite. D'ailleurs, les députés ont adopté cette semaine une résolution qui invite à ouvrir un débat national et citoyen sur la création, le financement et la mise en œuvre d'un mécanisme de revenu universel. Donc, on va avoir une période certainement qui va s'ouvrir sur le revenu, une période de débat qui va s'ouvrir sur le revenu universel d'existence. En quoi est-ce que c'est et en quoi ça serait une opportunité pour nous que le RE revienne dans le débat. Et s'il revient dans le débat, on va avoir une grosse bataille idéologique à mener pour nous distinguer notamment de la version d'une part des néolibéraux du revenu universel qui serait un RSA au rabais ou la version pire qui serait un salaire féminin pour encourager les femmes à rester à la maison. Enfin, on ouvre comment nous on pèse dans ce débat pour faire en sorte que le RE aille dans le sens du RE qu'on veut et du bon RE. Bon, d'abord, moi, je me réjouis que ce débat s'ouvre parce qu'il va permettre de départager les différentes versions du revenu universel. Et aujourd'hui, s'il y a aussi de la confusion dans la tête de beaucoup de nos concitoyens, c'est qu'on ne sait pas forcément si le revenu universel est inconditionnel, s'il va falloir faire des choses en échange, s'il est réservé aux pauvres, s'il complète une retraite, par exemple. Bon, bref, notre projet, lui, il est émancipateur parce qu'il donne du pouvoir d'achat à une personne, et à travers ce pouvoir d'achat, il lui permet de se libérer d'un salaire ou en partie d'un salaire qu'il est obligé, qu'il prend, mais en contrepartie de conditions de travail qui sont des conditions de travail inacceptables et sans liberté pour lui-même.
Donc on poursuit là encore, à travers le revenu universel, ce qui était l'œuvre émancipatrice du socialisme au début du siècle, quand on visait par l'éducation, la transmission des savoirs, la pratique de la liberté, on visait à donner une conscience aux individus qui leur permettent de s'épanouir et de faire les choix qu'ils estimaient les meilleurs pour eux-mêmes. Cette pratique de la liberté, c'est ce que permettra le revenu universel. Donc il y a une vraie continuité historique entre le projet que nous portons et des projets politiques qui, sous d'autres formes, ont pu départager la gauche de la droite, on dirait la gauche et les écologistes maintenant, et la droite, dans le débat politique dans le siècle qui nous a précédés. Donc moi, je me réjouis que ce débat ait lieu. Il a été initié par des gens de droite qui vont défendre une formule du revenu universel qui est celle défendue par Basquiat et Koenig, qui est pour l'essentiel un impôt négatif, qui n'a pas du tout la même portée que le projet politique que nous portons, qui est bien moins complet d'ailleurs que le projet que nous portons. Mais moi, je me réjouis que ce débat s'ouvre et du fait qu'on puisse avoir enfin un vrai débat droite-gauche sur les questions sociales. Aujourd'hui, on parle de tout sauf des questions sociales. Donc là, enfin, on va avoir un vrai débat droite-gauche sur la question sociale et je m'en félicite. J'espère aussi, je le dis, que le revenu universel sera dans la campagne présidentielle. Ce serait dommage qu'au moment où le pape se prononce pour, ou des pays l'expérimentent, où le débat ressurgit après le Covid, qu'on ait eu le débat en 2017 et qu'on ne l'ait pas en 2022. En tout cas, je préfère dire tout de suite que pour ce qui est des candidats écologistes et de gauche, moi, je ne soutiendrai pas un candidat ou une candidate qui ne reprendrait pas le principe du revenu universel dans les projets à court, moyen et long terme qui sera le sien. Comment on le finance, nous, notre RNE de droit? Bien, nous, on dit, déjà, on est honnête, on dit qu'à fiscalité constante, ça ne se finance pas, il n'y a pas de solution. Si on disait juste on va augmenter l'impôt sur les revenus ou l'impôt sur les sociétés ou l'ISF, ça ne marche pas. Si on disait il faut juste utiliser l'argent de la fraude fiscale, ça ne suffirait pas. Bref, donc ce n'est pas finançable si on agrège des bouts de machin ici pris aussi ou là. Il faut déjà penser la fiscalité telle que l'économie fonctionne. C'est la première chose que nous disons. Et nous le disons en proposant que aussi bien la fiscalité qui pèse sur les ménages que la fiscalité qui met à contribution les entreprises, ces deux fiscalités correspondent à la réalité des inégalités telles qu'elles se sont développées et à la réalité du fonctionnement de l'économie. Donc nous proposons déjà qu'il y ait à revenu universel un impôt universel. L'impôt universel sur le revenu serait consenti par tout Français à partir du premier euro gagné au-delà du revenu universel. J'ai 750 euros qui correspondent à la richesse donc, de ceux qui nous ont précédés. Et à partir du premier euro, jusqu'à évidemment des centaines de milliers pour les plus riches, il y a un impôt sur le revenu avec plusieurs tranches, plus nombreuses qu'aujourd'hui, qui permettraient de mettre à contribution chacun à hauteur de ses capacités, de ses facultés, comme la République l'a toujours voulu, de manière très, très faible pour le plus bas, évidemment, mais symbolique, et symbolique quand même, je contribue, et puis plus élevé pour évidemment les plus riches. Savez-vous que le patrimoine cumulé des Français aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, c'est plus de 11 000 milliards d'euros. Or, le revenu universel, c'est 500 milliards d'euros. Donc on voit que les ordres de grandeur sont quand même pas si dingues que ça. Mais 11 000 milliards d'euros, ça justifie que désormais, la fiscalité sur le patrimoine, elle soit plus progressive, ce qu'elle n'est pas aujourd'hui. Parce que non seulement on a viré l'impôt sur la fortune, mais la taxe foncière, elle se fonde sur votre patrimoine brut et pas le fait que vous ayez été obligé, par exemple, de vous endetter pour acquérir un logement. Alors que celui qui hérite et n'a aucun endettement, aucun passif, va payer la même taxe foncière que vous. Donc, il faut mettre de la justice dans la fiscalité du patrimoine. Voilà pour les ménages. Et puis, pour les entreprises, il faudra mettre à contribution ce que j'ai appelé la taxe sur les robots, mais c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, les machines créent de la richesse et que cette richesse n'est pas mise à contribution sous la forme de cotisation sociale. En clair, un robot qui crée de la richesse ne cotise pas à la Sécu. Par contre, un homme qui travaille, salarié, lui, il cotise et son entreprise avec. C'est presque une incitation pour l'entreprise à se débarrasser des hommes pour lesquels elle paye du salaire et des cotisations sociales et à le remplacer pour la machine pour laquelle elle ne paye ni salaire ni cotisation sociale, même si au départ, il y a un coût d'investissement qu'elle amortit extrêmement vite. Donc, moi, ce que je propose, c'est que le revenu universel soit en partie financé par cette contribution qui sera celle des machines, des algorithmes, que sais-je encore, de l'intelligence artificielle, quand elle crée de la richesse, notamment quand elle le fait en lieu et place des hommes. Il faudra penser aussi, c'est la dernière proposition que je fais, à la création de ce que j'ai appelé d'une contribution sur les ressources naturelles. En clair,
pardon d'être un peu long, mais quand j'avais été aux États-Unis, que j'avais rencontré Bernie Sanders, c'est lui qui m'avait montré cette voie-là en me disant, mais tu devrais regarder le fait qu'une entreprise qui s'enrichit grâce au pétrole, c'est pas pareil qu'une entreprise qui fait du pain. Parce que celle qui s'enrichit grâce au pétrole le fait à partir de ressources naturelles qui sont nos communs, comme la forêt, comme l'air, comme l'eau. Et donc, une entreprise privée qui exploite des communs, elle doit être mise à contribution spécifique en contrepartie du fait qu'elle dégage des profits sur les communs et une contribution spécifique qui amène à avoir une contribution supérieure à celle qui fait du pain. Et je crois qu'elle a aussi une voie qu'il faut explorer, outre aussi la taxe sur les transactions financières, qui est une des trois solutions que j'évoque en particulier dans mon livre sur le financement du RE. Aujourd'hui, on nous demande de répondre à la question: comment financeriez-vous tout de suite le revenu universel à plein régime? Sauf que au moment où on crée la sécurité sociale, elle n'est pas à plein régime tout de suite. Et on n'a pas demandé à De Gaulle, à Croizat, aux communistes, aux socialistes, dites-nous comment vous trouvez les moyens de financer une dépense à hauteur de 30% du PIB de la nation, parce qu'ils auraient été bien incapables de répondre à cette question. Et c'est ce qu'on nous demande, nous, aujourd'hui. On nous demande de dire comment on va financer immédiatement ce qui va se réaliser en 5, en 10, peut-être en 15 ans, mais selon un processus qui est un processus progressif. Donc, refuser de répondre à cette question absurde qui n'a aucun sens, sauf pour ceux qui, de toute façon, ne veulent pas de revenu universel, et vous posent cette question-là parce qu'il est impossible d'y répondre, et surtout qu'il serait effectivement impossible de mettre en place le revenu universel comme ça, du jour au lendemain, quand il s'agit effectivement de redistribuer l'équivalent de 20% de points de PIB. On voit qu'en tout cas que ça se place dans une refonte totale de notre système économique, fiscal, et j'ai peut-être envie de te dire, enfin social, et puis j'ai peut-être envie de te dire, et l'écologie dans tout ça, en quoi le RE est un revenu écologique, en quoi il répond à la crise environnementale que nous traversons actuellement. Une grande partie de la dégradation de la biodiversité du réchauffement climatique est liée à quoi? À un modèle économique qui est celui de l'économie low cost et qui assure aux personnes les plus modestes dans le monde occidental l'accès à une forme d'illusion de l'abondance, c'est-à-dire des biens de grande consommation, nombreux, mais de très mauvaise qualité, avec une empreinte écologique et une empreinte carbone dégueulasse, et en plus une empreinte sociale aussi dégueulasse, puisque pour que ces produits low cost arrivent dans les rayons de nos grands magasins, aussi nombreux qu'on puisse en changer quand on veut, il faut qu'ils soient produits dans des conditions où les gens sont payés au lance-pierre, sinon exploités pour le faire. Donc on a un modèle qui est économique absurde, où on fait venir de très très loin énormément de choses qui vont avoir une espérance de vie extrêmement courte. Qu'est-ce qui peut changer cela? Eh bien, le fait qu'aujourd'hui, on ne soit plus obligé d'acheter ça pour vivre. Beaucoup de Français se dirigent vers les produits, les biens, les services de l'économie low cost parce que leur salaire ne leur permet que cela, et qu'ils n'ont pas le choix avec entre une alimentation bio, un textile qui est un textile plus durable mais plus cher, un bien électroménager qui sera réparable mais plus cher. Pourquoi? Parce que les pièces détachées seront disponibles. Bon, bref. Donc, il faut aujourd'hui que dans notre manière de consommer, on consomme au juste prix. Consommer au juste prix, c'est quoi? Et comment peut-on aider à ce que se forme le juste prix dans l'économie? Le juste prix, c'est ce qui vous garantit que le produit ou le service que vous allez consommer ait été constitué, fabriqué dans des conditions qui sont des conditions respectueuses de la trajectoire climat, c'est-à-dire de la réduction des gaz à effet de serre, respectueux de la biodiversité et respectueux de conditions de vie décentes pour tous ceux qui ont contribué à le produire. Ça veut dire que les prix vont devoir augmenter. L'impact du revenu universel, c'est qu'il y aura de l'inflation. Ça tombe bien, ça nous aidera à régler plus rapidement aussi la question de la dette, mais une inflation qui correspond aujourd'hui à l'importance de consommer des biens et des marchandises à un prix dont on sait que ce prix-là nous assure que ce que j'achète ne se fait pas justement au prix d'une dette écologique et d'une dette sociale absolument irréversible. L'évolution des modes de vie amène beaucoup de Français qui étaient réticents à l'idée du revenu universel à se dire que ce ne serait peut-être pas si absurde, c'est même peut-être désirable et souhaitable. Mais je pense maintenant que le travail politique
qui est celui de porter cette idée-là, il doit être démultiplié. C'est maintenant que les choses peuvent tourner positivement qu'il faut accélérer le travail de formation, le travail d'information, et d'où l'importance de toutes les initiatives qui pourront être prises par les comités génération en lien avec le reste de la gauche et des écologistes quand ils le souhaitent, pour que ces idées-là soient défendues. Mais il faut aussi dire une chose, c'est que vu l'évidence qu'il y a à faire le revenu universel, il faudra que Génération, et je le souhaite, porte en tout cas la revendication la plus simple qui soit. C'est qu'il ne peut pas y avoir d'union de la gauche et des écologistes sans le revenu universel comme pierre angulaire de ce projet, du projet pour les décennies à venir. Ça, c'est absolument central et ça commence en 2022. Voilà. Merci beaucoup, Benoît. Donc, bon courage à vous. Merci, Soraya.